Bouchon. Donc ce soir, nous vous présentons nos conférenciers qui sont les premiers de cette saison, en ce sens qu'avec le Covid, nous avons été retardés dans notre programme de conférences. Donc ce soir, nous avons trois personnalités, messieurs Segon, Reynaud et Vollet. Donc je vais faire une présentation assez succincte de leur personnalité, de leur formation. Et ensuite, ils vous présenteront donc ce projet du patrimoine qui a été constitué par, sans doute au temps de la colonisation française en AOF, Lomé à Togo. Lomé, Togo. Donc pour connaître un peu l'Afrique, c'est très intéressant parce que ce patrimoine est relativement considérable dans les villes africaines. Je pense à Saint-Louis au Sénégal en particulier. C'est intéressant de voir comment les choses se développent à partir de ce patrimoine. Donc M. Guillaume Segon est diplômé de l'École polytechnique de Lausanne. Il crée en 2004 l'atelier Guillaume Segon Architecte, qui deviendra en 2008 l'agence Segon-Guyon Architecte. L'agence travaille régulièrement avec l'agence Archipat, architecte du patrimoine, sur des projets à haute valeur patrimoniale, et avec le paysagiste Frédéric Reynaud, qui accompagne l'agence sur les projets exotiques, soit pour mettre en valeur un patrimoine existant, soit pour installer un paysage. Monsieur Frédéric Reynaud est diplômé en 1995 de l'École nationale supérieure du paysage de Versailles et passe en 2003 un DEA, Jardin et Paysages Territoire, à l'Université Paris-Sorbonne. Il devient paysagiste indépendant en 2009. Frédéric Reynaud est paysagiste conseil de la ville de Fézin depuis 2006 et paysagiste conseil de l'État depuis 2017. Il travaille régulièrement sur des problématiques patrimoniales, en particulier avec l'agence Archipat. Laurent Vollet, au centre, est diplômé en 1993 de l'École d'architecture de Lyon et en 1999 du Centre d'études supérieures d'histoire et de conservation des monuments anciens. De 1993 à 1996, Laurent Vollet effectue des missions archéologiques à l'étranger. De 1996 à 2006, il est architecte chargé de mission par Didier Réplin, architecte en chef des monuments historiques. Et depuis 2001, il est architecte associé à l'agence lyonnaise Archipat. L'agence Archipat exerce son expertise dans plusieurs domaines, dont notamment la restauration de monuments, la réhabilitation et l'extension, l'expertise patrimoniale et l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Alors je les remercie tous les trois ce soir pour leur intervention. Donc ils vont nous exposer le projet sur lequel ils ont travaillé à Lomé, au Togo. Bonne soirée, à eux la parole. Merci Daniel. Bonsoir à tous. Donc ce soir, on va vous parler d'un projet qui nous a occupé à un temps certain parce que c'est un programme pour lequel nous avons concouru en 2012 et qui s'est terminé en 2019. Donc ça fait un petit moment, on aurait dû vous le présenter avant, mais le Covid a un petit peu retardé notre présentation. Ce projet donc, a fait l'objet d'un concours, comme je l'ai dit, en 2012, qui nous a permis de candidater et de concourir et d'être retenu. Comme vous le sentirez dans le projet, c'est un projet qui, après le concours, a évolué fortement, ne serait-ce que du fait d'une meilleure compréhension du bâtiment, et donc qui a permis une restauration qui a fusionné nos trois compétences d'agence, qui sont à la fois l'architecture contemporaine, le paysage et le patrimoine. Et clairement, le site du Palais de Lomé, parce qu'on peut parler d'un site et pas simplement d'un bâtiment, a permis de croiser nos regards, et c'est un peu l'objet de la présentation qu'on va vous faire ce soir. Alors si ça veut bien marcher... Hein. Donc il y aura donc, une petite introduction que je vais vous faire. Ensuite, chacun on se relaiera pour vous présenter différents aspects du projet, notamment au départ sur l'appréhension qu'on a eue en termes historiques, le concept du projet général et les éléments de purge qui ont permis de révéler le bâtiment. Et ensuite, on vous présentera différentes thématiques sur lesquelles on a travaillé, maçonnerie, bois, acier, donc plutôt sur des éléments liés au bâti. Et ensuite, terre, végétale et eau, qui sont des sujets qui sont à la fois sur le bâti et sur l'environnement. Et puis une petite conclusion ensuite. Donc ce bâtiment, en fait, a été abandonné pendant près de 20 ans. Donc au moment du concours, le bâtiment était relativement, je dirais, abandonné.
Donc on verra au fur et à mesure des éléments que je vais vous présenter en fond du discours que je vais vous donner, l'état des lieux dans lequel on a trouvé le bâtiment lorsqu'on a visité pour le concours. Donc ce concours, il faut avoir en tête que c'est un sujet un peu particulier dans la mesure où en Afrique subsaharienne, on a très peu de bâtiments culturels. Et donc là, c'est un programme qui a été initié par la présidence de la République togolaise d'un centre d'art, qui est un programme assez atypique, à implanter dans un bâtiment également atypique. Donc on le voit sur la carte. C'est un bâtiment qui est au centre d'un grand parc, en plein centre de la ville de Lomé, en bord de mer, et qui offre, je dirais, une densité qui est incomparable dans la mesure où on a un espace de verdure au milieu de l'espace bâti. Pardon, il est dans ma tête, donc excusez-moi. Donc là, ce programme, il a fait l'objet du concours qui a permis de nous missionner. Donc ça a pris un petit peu de temps pour que les choses se formalisent. Pour ceux qui ont déjà travaillé dans des pays subsahariens, les choses prennent un petit peu de temps. Donc il y a eu 2 ans d'études pratiquement pour arriver à un projet qui soit au point, et ensuite donc de trouver des entreprises. Donc ça, c'est un élément extrêmement important, les entreprises, c'est qu'on a eu la chance de trouver des entreprises locales pour travailler avec nous. Donc là aussi, c'est pas habituel pour les architectes français qui travaillent à l'étranger, parce que souvent on a affaire à des entreprises internationales ou des entreprises françaises qui travaillent à l'étranger. Et là, on a eu pour nous une chance importante, enfin, qu'on a jugée comme importante, c'est de pouvoir trouver des entreprises sur Lomé, dont certaines étaient vraiment des entreprises détenues par des Togolais. Donc ça aussi, c'est un élément, un gage, je dirais, de satisfaction sur un projet de ce type-là. Donc là, on continue à défiler des images donc de ce palais abandonné où il n'y avait plus de fenêtres, les toits étaient éventrés, la végétation envahissait un petit peu tous les éléments du site. Donc je vous ai parlé des entreprises. Après, on va vous parler de l'équipe qui a permis de travailler ici. Donc là, vous avez 3 représentants de l'équipe qu'on a déjà présentés. Mais on avait également un architecte local, Sarah Consulte, qui nous a permis d'avoir un accompagnement je dirais, de journalier. Après, pas toujours au niveau auquel on l'aurait souhaité, mais donc ça nous a monopolisé pas mal dans les relations à distance. Et donc, on est tous les 3 allés beaucoup sur place pour s'assurer de la réussite du projet. Une difficulté particulière dans le projet, c'est qu'on avait une maîtrise d'ouvrage qui n'était pas du tout professionnelle, donc qui avait été mise en place pour des raisons, je dirais, plus à la fois de commodité et puis de relations entre différentes personnes. Donc ça n'a pas été sans mal, même si c'est une maîtrise d'ouvrage qui, malgré son non-professionnalisme, a toujours eu une exigence très forte sur la qualité des prestations qu'on pouvait réaliser, ce qui n'est pas forcément gagné dans ce genre de pays. Donc ça aussi, ça a été un élément majeur, je dirais, de la réussite du projet, c'est d'avoir une maîtrise d'ouvrage d'une très forte exigence avec des avis très tranchés. Donc ça a donné lieu à des débats parfois compliqués pour nous. Mais en tout cas, ça a toujours tenté de tirer le projet vers des éléments qui pouvaient être qualitatifs. Donc là, je passe un petit peu vite. Un dernier élément, c'est le contexte local. Alors cette image qui ressemble à un barbecue, en fait, ce n'est pas un barbecue, c'est une séance vaudou pour éloigner les esprits. Donc on engage le chantier avec ce genre de disposition. Ça vous donne tout de suite le contexte du pays et je dirais de la façon dont il faut aussi être un peu humble quand on travaille dans ces pays pour entendre les coutumes locales et apprécier ce qui s'y passe, dans le sens où ces séances vaudou ont paru indispensables pour les personnes locales, dans la mesure où le bâtiment a été abandonné pendant 20 ans suite à des événements un petit peu dramatiques où plusieurs personnes ont été assassinées dans le palais, et ce qui a engendré son abandon et sa semi-ruine dans les années qui ont suivi. Donc je vais laisser la parole à Frédéric pour les aspects historiques. Alors, je commence par une histoire un peu rapide du Togo, parce que c'est un pays qu'on connaît malgré tout assez peu.
Donc, à l'origine, c'est un pays qui a été colonisé par les Allemands. À la fin du 19e siècle, toutes les puissances européennes cherchaient à se développer en Afrique et ailleurs. Et l'Allemagne avait jeté un peu son dévolu sur une partie de la côte africaine. En 1884, en fait, il y a un explorateur allemand qui débarque là-bas et qui passe un accord de protectorat avec un petit roi autour du lac Togo. C'est pour ça que le pays prendra ce nom, et les Allemands l'appelaient Togoland à l'origine. En 1885, il y a une conférence à Berlin qui délimite toutes les dominations européennes en fait, sur le continent africain, et donc le Togo devient officiellement une colonie allemande. Et à partir de là, on assiste à un développement très construit et programmé en fait, de la colonie, avec la création d'infrastructures comme une ligne de chemin de fer. Alors ça, c'est un plan de Lomé. On voit que la ligne de chemin de fer arrive sur l'amorce d'un port de Lomé qui est aujourd'hui un des ports les plus importants d'Afrique équatoriale. Et on reconnaît donc tout un quartier colonial qui va être développé avec des tracés à l'européenne. Et donc on retrouve le palais en question, là, ici, construit donc, au bord de la plage, à 250 mètres de la plage, au bout d'une grande avenue arborée. Donc le palais, il est construit de 1898 à 1905 sous une direction allemande, ingénierie et architecte. Alors je ne me rappelle plus du nom de l'architecte, mais on ne le connaît pas. Voilà, il me semblait bien, mais j'en étais plus sûr. Et en fait, le gouverneur avait choisi le site, le gouverneur de l'époque, au bord de l'océan, pour, entre autres, marquer les bateaux qui arrivaient sur la côte. Il voulait un bâtiment qui soit très monumental, pour que les bateaux puissent le voir de très loin. Voilà, la construction est donc très imposante, avec des matériaux importés, et qui vise à démontrer un peu le prestige de la colonie. À l'époque, c'était la plus prospère de l'empire colonial allemand. Et il voulait que ça soit vraiment une colonie modèle. Donc là, on voit une photo du quartier colonial avec donc, tous les bâtiments officiels et le palais qu'on devine au bout. Donc on voit déjà sa masse très imposante au bout d'une grande avenue qui existe toujours. J'avance un peu dans le temps. Après la Seconde Guerre mondiale, donc l'Allemagne ayant perdu la guerre, en fait, les puissances alliées vont se partager en fait les colonies allemandes. Et donc le Togo va être mis sous protectorat franco-anglais en fait pendant un certain temps, avant de devenir complètement une colonie française. Donc à partir des années 20, en fait, la langue officielle du pays devient le français, ce qui a grandement facilité nos échanges avec les entreprises locales. Voilà. Alors on voit des photos, donc ça doit être de l'époque allemande, puisqu'on reconnaît, si je ne me trompe pas, l'aigle qui est sur le blason là, du palais, côté océan. Et donc les gouverneurs de l'époque avec les locaux. Alors pardon, ouais. Pour avancer dans l'histoire du pays, donc là on voit encore des photos anciennes où on voit donc le palais à l'époque de l'Afrique occidentale française, AOF, donc c'était le siège des gouverneurs de la colonie. Donc ça c'est une autre vue. On peut avancer, ouais. Une vue intérieure qui est sans doute un peu plus récente, des années 70 ou 80. J'y reviendrai après. Voilà, une autre vue du palais, avec le drapeau français, qu'on voit sur les blasons. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir toutes ces couches d'occupation aussi intéressantes. Une vue qui est prise côté océan, on y reviendra à la fin de la présentation. On voit le palais là, depuis la plage, donc avec tout son côté monumental. Et on a cherché à réaffirmer ce lien avec l'océan dans le projet. Voilà, là on saute dans le temps. Le Togo devient indépendant dans les années 60 avec un personnage qui sera le premier président du Togo, qui est Sylvanus Olympio, qu'on voit sur la photo. C'est lui qui prend la parole ici. On voit le blason du pays, et donc l'ancien palais des gouverneurs devient dans un premier temps le siège de la présidence de la République. Ensuite, il devient un lieu pour accueillir les hôtes de marque.
On a des photos assez amusantes d'un petit déjeuner avec Jacques Chirac et François Mitterrand dans le palais des gouverneurs. Et ensuite, ça devient le siège du Premier ministre. Et dans les années 90, le pays est sujet à des émeutes assez violentes. Le palais est pris d'assaut et c'est à cette époque-là qu'il y a donc des assassinats qui sont commis dans le palais. Et donc c'est depuis cette période qu'il est à l'abandon. Voilà. Donc depuis les années 90, c'est quand on l'a visité donc en mai 2012, quand on a commencé à travailler sur le projet, ça faisait donc plus de 20 ans qu'il était à l'état d'abandon. Voilà pour un petit rappel historique du. Alors, je vais vous présenter un petit peu le projet. Donc, comme le rappelait Laurent, en fait, ce projet a été remporté sur la base d'un concours qui a eu lieu en 2012. Et qui dit concours dit visite de site. Donc, on s'est rendu sur place et c'était une visite de site assez surprenante à plus d'un titre parce qu'on s'est retrouvé dans une zone qui était militarisée à l'époque, puisqu'il y a la présidence en fonctionnement qui était juste à côté, avec un temps extrêmement limité de visite pour un site de cette ampleur-là. Je crois que c'était limité à une heure de visite, sans possibilité de questions. Donc c'était une visite en silence. Et voilà, donc la première approche, on va dire, a été surprenante, surtout qu'on avait affaire à nous, on va dire en face de nous, un bâtiment qui paraissait, on va dire, abîmé, délabré, abandonné, et un parc qui était plutôt en friche, voilà, une sorte de brousse. Mais on avait le sentiment fort qu'il y avait matière à projet. Et quand on est rentré à Lyon, on a fait tout de suite une réunion de travail parce qu'on avait 3 semaines. C'était une sorte de concours d'idées plutôt qu'un concours tel qu'on peut l'entendre aujourd'hui sur une remise un peu plus poussée des études. Et du coup, on a dû travailler assez rapidement. Et Frédéric donc a ramené ses photos parce qu'on s'était basé, on va dire, en tant qu'architecte, plus sur la partie bâtiment à proprement parler lors de la visite, puisque c'était extrêmement limité. Et Frédéric, lui, avait fait le tour complet du parc. Et moi, je me souviens un petit peu entre guillemets, de la révélation en voyant les photos de Frédéric et toutes les relations qu'on pouvait entretenir entre le parc et le bâti. Donc, à travers les cadrages des photos qu'il avait prises, il y avait des relations très intéressantes qui se constituaient entre les deux éléments. Et du coup, donc, au niveau du paysage, dans le travail de Frédéric, il y a eu un travail, on va dire, pour requalifier et mettre en valeur les existants. Entre autres, la requalification de 2 grandes allées principales qui donnent sur la façade est, qu'on appelle aujourd'hui l'entrée de la présidence. Donc on voit deux grandes allées qui sont bordées d'arbres centenaires. Et puis un travail assez fort qui est de retrouver, on va dire, le rapport du palais à l'océan, qui était complètement, on va dire, nié lorsqu'on a pu voir le site, lorsqu'on l'a découvert. Donc, pour ça, il y a eu la mise en place, on va dire, de 3 grands bassins qu'on retrouve ici, et la restauration du bassin d'origine, qui est un bassin circulaire. Voilà. Donc ça, Frédéric développera un peu plus le projet de paysage, mais c'est quelque chose qui est important puisque c'est un élément, on va dire, qui a soutenu, on va dire, le travail global de l'équipe dans cette relation, on va dire, entre le bâtiment et le paysage. Et concernant le projet sur le... Alors là, on voit justement cette relation, quasiment au même point de vue avant-après. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir, on va dire, avec le travail de paysage, la mise en perspective du bâtiment et le rapport de proximité qu'on peut avoir avec le nouveau projet dans ce rapport entre le paysage et le bâti. Voilà, là, on retrouve également donc, les grands bassins linéaires qui sont plantés. Et une petite particularité également, c'est qu'on a des clôtures qui forment l'identité du site, hein, qui sont des clôtures qui ont été mises en œuvre dans les années 70 et qui ont permis, on va dire, une végétation spontanée de se développer à l'arrière. Et donc, on a réouvert une partie de ces clôtures tout en conservant une grande partie pour permettre, on va dire, cette vue traversante qui relie le palais à l'océan.
Voilà, là, on voit le bassin circulaire qui a été restauré et qui fait partie des ouvrages d'origine qui ont été conservés du palais. Après, donc, sur la partie à proprement parler architecturale, donc dans le cadre du projet, ce qu'expliquait Laurent, c'est qu'il y a eu un développement du projet qui s'est vraiment fait au fur et à mesure des études et au fur et à mesure de la compréhension qu'on avait du bâtiment. C'était un bâtiment qui était extrêmement peu documenté, donc on a fait les relevés nous-mêmes, on a fait plusieurs séances, plusieurs missions sur place pour relever, on va dire, centimètre par centimètre, l'ensemble du bâtiment. Et également, lors de ces relevés, procéder au sondage qui nous permettait d'avoir une connaissance un peu plus fine des différentes strates du bâti. Là, on voit, c'est un même plan de niveau. Et dans ce travail de projet, on a eu à confronter, on va dire, le programme qui nous était donné à la réalité des existants. Donc il y a un travail assez fin qui a été mené là-dessus. Et également un grand travail sur la typologie du bâtiment et son rapport au climat. Pour nous, c'était très important de se dire qu'on pouvait restituer, on va dire, les galeries d'origine qui avaient été complètement fermées et climatisées dans les années 70 pour pouvoir, on va dire, avoir un bon traitement climatique. On revenait en arrière des dispositions, on reprenait les dispositions d'origine, avec la réouverture de toutes les arcades du bas, parce qu'il y en a certaines qui avaient été maçonnées, la restitution des galeries en bois des étages, et retrouver également l'étage supérieur, le couronnement, avec les combles ventilés. Donc ça a été un gros travail, on va dire, de compréhension du bâti. Et ça nous a permis d'avoir une synthèse entre le patrimoine, l'architecture et l'approche climatique. C'est-à-dire que les trois étaient vraiment liés. Et donc, dans le projet, ce qu'on a essayé de faire comprendre aussi à la maîtrise d'ouvrage, c'est que ces dispositifs, on va dire, d'origine, qui étaient un élément de confort, on va dire, passif du bâtiment, il était important de pouvoir les retrouver dans le projet qu'on soutenait. Voilà, donc on a essayé de minimiser, on va dire, les espaces climatisés au strict minimum. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on les a dans les espaces d'exposition. Et on retrouve, on va dire, toutes les circulations ouvertes et ventilées, les escaliers, les galeries extérieures au niveau du rez-de-terrasse. Et on verra tout à l'heure les galeries également intérieures au niveau du R+1. Et dans le travail qui a été mené dans l'analyse du bâti, ça nous a permis aussi de retrouver, on va dire, l'élégance et la finesse de la composition d'origine. On voit avant-après, donc avec la suppression, on va dire, des arcades du niveau supérieur pour retrouver les verticales qui formaient la composition et l'enlancement du bâtiment d'origine. Voilà, là, on se retrouve à l'intérieur du patio, donc avec le travail aussi de Frédéric au niveau du paysage. Et on retrouve l'ensemble des galeries en structure ossature bois, poteau bois et charpente, qui avaient été complètement refermées dans les années 70. Voilà, là on revoit à nouveau un plan d'étage où on s'aperçoit qu'en fait on a scindé ce qui n'était pas une demande, on va dire, initiale, mais on a scindé en deux les programmes d'exposition pour maintenir, on va dire, cet espace ventilé, traversant, avec l'océan qui est au sud, et ce qui permet d'avoir les vents qui traversent le bâtiment et de bénéficier, on va dire, d'un climat plus propice et plus tempéré à l'intérieur du bâti. Voilà, là on retrouve le même point de vue d'une photo, avec ce qui était un intérieur devient un extérieur, avec les galeries en bois. Voilà, et ça c'est l'étage des combles, donc c'est un étage, on va dire, plutôt technique, dans lequel on a disposé les éléments de climatisation qui étaient nécessaires pour le traitement climatique des espaces d'exposition. Et on a un dispositif un petit peu particulier et singulier qui se situe dans la tour qu'on appelle la tour ouest, qui est un escalier qui permet d'accéder au sommet de la tour. Et une fois au sommet de cette tour-là, on a une vue globale sur le parc et après sur le paysage lointain, aussi bien l'océan que la ville de Lomé. Voilà, et là, on revoit le projet donc,
en coupe avec l'escalier de la tour ouest, donc qui est surmonté du mât avec le porte-drapeau. On a une deuxième tour qui se répond, on va dire, avec deux modénatures, on va dire, assez distinctes, qui, elles, se situent au-dessus d'aujourd'hui d'un espace de bibliothèque. Et là, on retrouve, on va dire, les deux tours sur la façade sud face à l'océan. Alors, on va parler un petit peu des étapes qui nous ont amenés à ce projet. Donc là, on voit les étapes de déconstruction et notamment la suppression des arcades en béton. Alors, le sujet du béton est vraiment intéressant sur ce site dans la mesure où on s'est rendu compte, déjà par intuition et ensuite par vérification, que la construction était faite sans armature, c'est-à-dire que c'est du béton cyclopéen sans armature, donc c'est des murs en béton qui font environ 50 cm d'épaisseur, et donc qui font référence à pas mal d'expériences qu'il y a eu au XIXe siècle, notamment en France, par un maçon qui s'appelait Coignet, qui a réalisé avant le béton armé des constructions qui étaient en béton cyclopéen. Et l'intérêt majeur que ça a eu pour ce site, c'est que comme on est en bord de mer, on n'a pas eu de phénomène d'oxydation des aciers par les embruns marins, et finalement le béton est en très bon état de conservation. Donc ça, c'était plutôt une très bonne surprise du chantier, c'est que le fait qu'on ait ces bétons uniquement minéraux, sans acier, a engendré une préservation très bonne. Par contre, tous les bétons faits dans les années 70, donc notamment toutes les arcades des étages et tous les remplissages faits dans les années 70, étaient complètement explosés du fait de la détérioration des aciers. Donc ça, pour nous, c'était plutôt du pain béni pour justement purger toutes les extensions et tous les rajouts modernes, entre guillemets, dans la mesure où ils étaient en tellement mauvais état qu'on a eu qu'à les pousser pour qu'ils tombent et à retrouver la matière originale qui, elle, est de très bonne qualité. Donc ça, c'est le premier sujet. Les purges nous ont permis de retrouver aussi des éléments historiques, donc comme les peintures de drapeaux français dans les écussons qu'on a tout le tour du palais. Ça, c'est un autre élément important qui nous a questionné certains temps, comme le drapeau français d'ailleurs, sur qu'est-ce que ça raconte dans l'histoire contemporaine du Togo, à la fois le drapeau français. Et là, ça raconte autre chose, ce sont des impacts de balles qui racontent les événements des années 90. Donc il y a eu pas mal d'échanges avec la maîtrise d'ouvrage, justement, pour savoir comment appréhender ces sujets, savoir si on les conservait visibles, savoir si on les mettait en valeur, savoir si on en parlait. Et en fait, le drapeau français, assez logiquement, la conclusion a été de dire qu'on ne le garde pas présent, bien sûr. Donc, ce qui ne veut pas dire qu'on les a purgés. Ils restent dans des couches, dans des sous-couches. Donc, ils ont été repeints comme il faut. Et aujourd'hui, donc, ils ne sont plus visibles. Et pour ce qui est des traces de balles, en fait, ils ont été conservés dans un ébrasement. Mais globalement, il y a eu plutôt l'idée aussi de dire c'est un sujet qu'on n'a pas forcément envie de voir présent dans le paysage qu'on veut raconter aujourd'hui. Donc là encore, c'est un élément qui n'est pas visible aujourd'hui. Ensuite, il y a un autre élément important du projet, c'est qu'il y a les revêtements de sol, donc, qui étaient pour certains des revêtements de sol en carreaux de ciment qui avaient été déplacés, mais qui étaient certainement des carreaux de ciment de l'origine de la construction, donc avec différents motifs. Par contre, qui avaient été tellement malmenés qu'on a pris l'option de les déposer et de voir comment les réinsérer dans le projet ensuite. On le verra après peut-être. Je ne sais pas si l'image suivante c'est ça, je ne me rappelle plus. Bon, là, c'est d'autres éléments. Donc, c'est après purge. Donc, il y a des faux plafonds qui ont été enlevés. Donc, ça a permis de retrouver notamment la structure de plafond, qui est une structure de voûtin sur IPN, de voûtin béton. Ce ne sont pas des voûtins briques, ce sont des voûtins en béton. Les zones qui avaient pris l'eau étaient très endommagées. Donc, il y a eu tout un travail de nettoyage, de purge, de passivation des fers. Donc, je dirais des choses assez communes dans ce genre de typologie d'architecture. Des découvertes assez surprenantes. Quand on a commencé à purger ce qui était autour de la tour, on se retrouve avec quelque chose qui tient sur 4 IPN. Donc, des ouvrages assez spectaculaires. Quand on voit le côté très rustique des murs coulés en béton, là, on est sur des ouvrages en acier tout d'un coup avec des fers d'importance très forte. Donc, qui ont certainement forcément été importés à l'époque de la construction. Donc, ça, c'était des éléments assez spectaculaires qui nous ont un peu questionnés sur la structure parce que on n'était parfois pas très rassurés. Après, ça me fait rebondir sur la question de la structure générale du bâtiment. Donc, j'ai évoqué la matière du béton qui était bonne,
Mais enfin, même les fondations du bâtiment, on est sur une lagune, hein, ici à Lomé, avec un sol avec une très forte épaisseur de sable qui amène une stabilité très bonne. Et en fait, on a eu des petits problèmes de structure que sur des zones où on avait eu des problèmes d'eau qui avaient fait des sapes au pied de certaines maçonneries. Mais sinon, globalement, le bâtiment était en bon état. Donc là, on voit les fameuses galeries en béton de l'étage qui avaient été rajoutées. Et donc, on va voir, je pense, dans une image suivante, voilà, la rase, le fait qu'on dépose tous ces éléments en béton qui ont permis de retrouver la disposition d'origine. Évidemment, la disposition d'origine, là, pour le béton, on en a parlé, mais les photos anciennes nous ont beaucoup servi aussi pour bien comprendre où était la limite de ce qui était original dans le bâtiment et de ce qu'il n'était pas. Donc là, on a sorti des tonnes et des tonnes de gravats du bâtiment pour le remettre à niveau. Donc là, on voit l'autre façade, qui fait quand même très écorché. Donc c'est la façade côté mer. Et où je dirais que la photo suivante montre Guillaume en train de faire des relevés, parce qu'évidemment, la purge terminée, on a eu énormément de relevés complémentaires à faire pour adapter le projet aux dispositions réelles qu'on a pu trouver suite aux démolitions. Donc voilà pour l'aspect des maçonneries. On parlera après des revêtements de sol. Donc là, on attaque sur les différents matériaux, donc toute la maçonnerie qu'on a dû réaliser pour remettre en état le bâtiment et compléter le bâtiment. Donc on commence par le côté mer, où on avait des arbres qui avaient poussé dans les balustrades. Donc il y a eu un événement un petit peu drôle avec la maîtrise d'ouvrage, c'est que la responsable de la maîtrise d'ouvrage adorait un figuier qui était planté, étrangleur, qui était planté dans la balustrade, juste dans l'axe du palais. Donc nous, on le trouvait sympathique, mais en même temps, pour nous, c'était une évidence qu'il ne fallait pas le garder. Donc, comme elle avait quand même une influence forte sur tout le staff, toutes les entreprises, elle avait interdit que l'arbre soit coupé. Et donc, un jour, avec Guillaume, on a pris une tronçonneuse et on est allé couper l'arbre nous-mêmes parce qu'on n'arrivait pas à le faire couper par les entreprises. Voilà. Donc là, on commence à restituer donc, les balustrades, notamment donc, les balustrades. Et on voit sur la photo suivante, donc, on a fait faire des moules en acier, etc. Donc c'était vraiment intéressant d'avoir aussi les entreprises locales parce qu'on a vraiment pu réfléchir avec les entreprises et aussi transmettre nos préoccupations parce que c'est des pays où l'habitude de travail, notamment en réhabilitation, est plutôt sauvage. Donc, il n'y a pas d'attention sur la réhabilitation. Donc là, il y a vraiment eu un échange très fort et de transmission, je dirais, de savoir-faire et d'état d'esprit par rapport à la restauration. Et ça, on est vraiment, je pense, tous les trois très fiers d'avoir pu participer à ça avec les entreprises de Lomé. Donc là, des éléments de maçonnerie restitués, pour certains qui étaient lacunaires, les différents échantillons. Donc c'est un chantier où on a fait beaucoup d'échantillons, notamment du fait de notre attention et du souci de la maîtrise d'ouvrage que j'ai exprimé tout à l'heure. Mais bon, du coup, ça a permis d'expérimenter beaucoup de choses. Donc là, c'est des percements, les transparences qu'on évoquait tout à l'heure et les courants d'air qu'on évoquait. Donc là, c'est des percements qui ont été faits de part et d'autre pour retrouver le courant d'air depuis la mer jusqu'à l'intérieur du site. Là, c'est les carreaux de ciment récupérés. Peut-être qu'on peut aller à la page suivante parce que voilà, ça parle. Alors non, celle d'avant. Donc, sol à l'intérieur du palais, dans un souci, je dirais, de prestige, avait été réalisé en marbre de Carrare, donc avec des petits pavés de marbre de Carrare. Il était en très mauvais état et à la dépose, en fait, il n'était pas récupérable. Donc on a eu pas mal de difficultés avec la maîtrise d'ouvrage pour faire abandonner le plus possible le marbre de Carrare parce que à la fois pour le président lui-même et pour son staff, ça faisait partie d'un projet comme ça d'avoir des sols en marbre de Carrare, même si ce n'était pas du tout des sols originaux, mais que c'était des sols liés à l'époque de la présidence togolaise. Donc du coup, nous, on a essayé de motiver pour d'autres types de revêtements, et notamment du terrazzo, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une culture de savoir-faire togolaise pour la réalisation des terrazzo. Et donc, on a proposé de concasser les marbres qui étaient en place du palais
pour les insérer dans des terrazzo. Donc ça, c'est un des terrazzo qui a été réalisé. Donc là aussi, on a fait beaucoup d'échantillons sur la colorimétrie, sur les mortiers, etc., pour trouver ce qui nous semblait le plus adapté. Après, si on passe à la page suivante, donc là, du coup, les terrazzo nous ont permis aussi de réinsérer des tapis de carreaux anciens dans certaines zones. Donc ça a permis de garder aussi cette matière ancienne qui était valeureuse et de la réinsérer à l'intérieur du palais. Donc on le voit. Et puis, par contre, on n'a pas eu gain de cause jusqu'au bout. Donc il y a certaines salles qui ont été quand même réalisées en marbre de Carrare. Notre chance a été que c'était un peu cher pour la maîtrise d'ouvrage et que c'était un peu compliqué à trouver dans les délais qu'on avait. Donc finalement, ça a été limité seulement à certaines salles. Mais c'est clair que nous, on aurait bien imaginé un projet entièrement en terrazzo, surtout qu'ils ont été plutôt très bien réalisés par les personnes qui l'ont fait. Autre élément lié à la matière minérale du site, on a trouvé des staffeurs localement. Donc ils nous ont fait, ils ont fabriqué les plaques de staff sur le site. C'était assez fascinant parce que moi je connaissais les plaques de staff préfabriquées qu'on assemble, mais là ils ont fabriqué carrément les plaques sur site. Donc c'était assez chouette comme expérience. Et donc, on a pu faire les plafonds avec ce staff. Autre élément sur les finitions, dans certaines zones, on a gardé la matière altérée. Donc, on le voit comme sur cette salle d'exposition, où la partie supérieure des murs a été conservée dans son état de découverte, et où on a juste fait quelques petits pour, je dirais, éviter de voir des fissures comme le nez au milieu de la figure, mais globalement, c'est bien la matière ancienne qu'on voit dans les parties supérieures de ces murs. Alors, un autre sujet qui est important sur le site, vous l'avez vu sur les photos du projet, qui est la question du bois, parce que donc, il restait pratiquement plus rien, il restait des bouts de charpente, très peu d'origine. Il y en avait certains éléments donc, qui nous ont permis quand même de repérer des sections, d'identifier les bois qui étaient utilisés. Donc la problématique qu'on a eue, c'était de savoir quel type de bois utiliser pour la construction, parce qu'on avait différents objectifs avec le bois. Les charpentes, bien sûr, donc, dont on voit une en cours de restitution là. Donc le bois qui a été retenu... En fait, il y a eu un gros travail avec l'équivalent des eaux et forêts locales pour identifier localement quelles étaient les productions les plus valeureuses. Et ce qui en est ressorti, c'est que pour des pièces importantes de grande dimension comme les charpentes, l'iroko était le bois le plus adapté. Et pour tout ce qui est pièces de plus petite dimension, donc pas ce cas-là parce que c'est un cas un peu singulier, mais on le verra après pour les poteaux, notamment les poteaux, les portes. On a eu, les retours qu'on a eus sur la filière la plus valeureuse en bois résistant a été d'utiliser du teck. Donc, ce qui était assez étonnant pour nous parce qu'en France aujourd'hui le teck est un peu banni de la construction du fait de la déforestation que ça a engendré l'utilisation du teck dans les pays occidentaux. Mais en fait là, localement, dans les 3 pays qui entourent donc la région autour du Togo, c'est le bois dur le mieux suivi. Donc où il y a des filières de replantation et de suivi de plantation qui sont extrêmement valeureuses. Et du coup, ça nous a permis d'avoir du teck dont on a pu tracer la provenance pour l'ensemble du travail sur les ouvrages de seconde œuvre. Enfin, de seconde œuvre, là en l'occurrence, c'est de la structure, puisque ce sont les poteaux. Voilà, donc là on voit des éléments où il nous restait, c'est pratiquement les seuls vestiges qu'on avait de menuiserie bois, donc qui ont été... préservé, restauré et complété. Donc c'est le seul endroit, il y a un seul endroit dans tout le projet où on a des menuiseries anciennes, c'est la rotonde d'escalier. Donc il nous manquait certaines fenêtres, donc on a répliqué à l'identique de l'origine les fenêtres qui étaient... donc là on voit un élément de réplique qui est à côté de la fenêtre ancienne. Les poteaux qui ont été un grand sujet, on a fait de moult prototypes, beaucoup de dessins, beaucoup d'échanges avec l'entreprise, parce que clairement pour l'entreprise c'était quelque chose de très nouveau, et puis c'était très nouveau pour nous aussi. Donc pour arriver à, je dirais, à un profil qui nous paraisse le plus proche des dispositions originales qu'on avait sur les photos anciennes, ça nous a pris pas mal de temps. Donc on peut avancer. Et donc là c'était un peu le moment... critique, c'était de voir si ce qu'on avait sous le nez, parce qu'on trouvait les poteaux un peu gras et un peu grossiers quand on les a réalisés, qu'on a fait les prototypes, quand on les a dessinés. Et en fait, le fait de les mettre en place nous a rassurés sur le fait qu'ils étaient bien à l'échelle du bâtiment.
Donc là, c'est toujours un petit peu extrêmement intéressant de voir les choses en place parce que elles donnent l'échelle réelle dans laquelle elles vont être environnées. Donc ça, c'était un des gros sujets de la valorisation du site, c'est de retrouver ces galeries en bois. Donc on peut avancer un petit peu. Donc à la fois les galeries en bois, donc qui sont entièrement, on retrouve l'Iroko, et l'autre élément majeur du projet, ça a été d'insérer des claustras de protection solaire, donc à différents endroits, parce que tout à l'heure Guillaume l'a un peu évoqué, on a les galeries des étages qui ont été fermées pour les nécessités d'avoir des locaux d'exposition climatisés. Donc on a essayé de trouver un dessin qui permette de donner l'illusion de galeries ouvertes, alors qu'en fait elles sont vitrées, et qu'en avant de ces galeries, on a ces claustras. Là, on a eu une vraie volonté aussi d'une identité contemporaine sur ces claustras. On aurait pu, parce qu'on avait des photos anciennes qui auraient permis de restituer des claustras à la manière d'eux. Mais donc là, on a préféré ramener un élément d'identité contemporaine sur ces claustras. Et donc c'est ce qu'on retrouve après du coup sur l'ensemble du bâtiment en différents endroits que vous verrez au fil des photos qu'on va vous présenter. Alors là, sur la photo, on voit un zoom du garde-corps de l'escalier principal, qui est à peu près le seul élément décoratif resté à l'intérieur du palais. Et on n'avait aucune information, aucun document retraçant, on va dire, ce qui avait pu être le décor intérieur du palais. Et donc, c'était le seul élément qui en restait. Et quand on l'a vu, on a eu des doutes, on va dire, quant à la possibilité de sa conservation et de sa restauration. Du coup, on a mis en place, avec la maîtrise d'ouvrage et Laurent, donc un concours pour des ferronniers d'art qui étaient togolais, dans l'objectif de pouvoir remplacer ce garde-corps. Donc on a été également aidé d'un compagnon, c'est Michel, je ne me souviens plus de son nom, mais Bélanger, Michel Bélanger, voilà. Et donc, et on voit là le travail, on va dire, constant d'accompagnement et des ouvriers sur place pour essayer de comprendre, de donner des méthodes de travail pour arriver au résultat qu'on souhaite. Et en fait, parallèlement, on va dire, à ce travail de restitution, de copie, entre guillemets, du garde-corps, on a entrepris des essais de sablage. Et en fait, en sablant, on s'est aperçu qu'il restait suffisamment de matière pour pouvoir conserver le garde-corps, qu'on a simplement renforcé d'une lisse en partie supérieure qui fait office de main courante, mais qui a également un petit intérêt au niveau de la solidité de l'ouvrage. Donc on voit ce garde-corps qui permet d'accompagner donc l'escalier en plusieurs volets et qui dessert du rez-de-terrasse au R+1. Également, donc dans les ouvrages en acier qui sont un peu, on va dire, la signature, un des éléments de signature contemporaine du projet, on a développé des portails qui permettent, on va dire, de gérer les accès au palais si le parc est ouvert, que le palais est fermé, etc. Donc ça, ce sont des ouvrages qui ont été mis en place. Je ne suis pas sûr qu'ils soient très utilisés aujourd'hui, mais c'était une demande, on va dire, de la maîtrise d'ouvrage, de pouvoir ouvrir le parc sans forcément ouvrir le palais, par exemple quand ils remettent en place des expositions. Et ensuite, il y a eu un travail sur les menuiseries acier vitrées, déclinées en 3 typologies différentes en fonction des ouvertures dans lesquelles elles s'insèrent. Et ce travail a été mené en essayant de trouver un maximum de transparence, toujours pour avoir cette relation entre l'intérieur du palais et le parc. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on ne souhaitait pas importer des profils d'Europe. On n'aurait pas eu le temps et on n'aurait pas eu les techniques suffisantes pour les assembler. Ce qui fait qu'on a travaillé à partir d'éléments de métallerie primaire, on va dire, du plat et de la cornière, et qu'on a pu dessiner, du coup, comme on le souhaitait, ces éléments de menuiserie. Et donc là, on retrouve une des typologies, donc, qui est à chaque fois les portes d'entrée, où on est sur des systèmes, des portes à pivot des accès, avec des impostes latérales vitrées, donc qui marquent, on va dire, à chaque fois l'entrée dans les grands espaces. Là, c'est le salon de la tour, et on a 4 autres espaces qui sont desservis par ce type de porte-là.
Voilà, là, on voit au niveau de la galerie de l'étage, donc on a retrouvé un rythme, on va dire, qui était en rapport avec le système de claustrat mis en place, et un système qui permettait, alors, non seulement pour le nettoyage, donc on avait simplement des ouvrants, également pour pouvoir à des moments avoir de la ventilation naturelle. Donc on est sur un système complet d'ouvrants, restant dans des sections relativement fines. Voilà. Et on voit derrière donc, le paysage. Et là, on voit l'association, on va dire, entre ce travail sur les menuiseries en acier et le système de claustrat, avec l'ossature des claustras qui vient recouvrir exactement, on va dire, les montants acier. Alors ça, c'est un ouvrage un petit peu particulier. Tout à l'heure, on a parlé de la tour ouest. Donc ça, c'est un autre ouvrage réalisé en acier. Donc il y a un escalier qui s'enroule dans le volume intérieur de la tour et qui donne accès donc, à la partie supérieure, à la toiture terrasse de la tour. Et donc c'est un cheminement qui est emprunté, on va dire, lors des visites pour avoir le panorama, comme je le disais tout à l'heure, sur le parc et la ville. Alors il y a eu un sujet également pour l'acier, c'est le traitement de l'acier, puisqu'il n'y a pas de possibilité, on va dire, de réaliser de la galvanisation sur place, voilà, et dans aucun pays périphérique il y a de système de galvanisation. Donc on a dû travailler avec un procédé qui nous a été présenté par l'entreprise de métallerie qui travaillait sur le port de Lomé, qui est, on va dire, la certification ACPA. Donc c'est un acronyme pour désigner en fait un procédé de mise en œuvre de la peinture qui permet de résister aux problèmes de corrosion. Surtout qu'on est à 250 mètres de l'océan. Donc tout ouvrage en acier, on va dire, réalisé, doit avoir une protection absolument irréprochable. Alors après, il y a un autre sujet, on va dire, qui est l'ancrage du projet dans son site. Donc le rapport à la géographie et à la géologie, on va dire, quelque part. Puisque, comme le rappelait Laurent, le site du projet est en fait situé entre l'océan et la lagune. Donc on est dans un espace qui est recouvert de sable. Et il y a eu un gros travail de Frédéric pour pouvoir révéler, on va dire, la nature même du sol. Donc on retrouve, on va dire, ces espaces de sable à plusieurs endroits. Et quand on parcourt le parc aujourd'hui, on retrouve également ces éléments-là. Donc dans ce travail-là, il y a eu plusieurs recherches sur les matériaux de sol, en fonction des usages qui étaient pratiqués. Et du coup, il y a eu, donc on appelle ça les sables silteux qui ont été mis en place sur le tour du parc. Donc on retrouve cette matière sable qui est stabilisée et qui permet, on va dire, de le pratiquer normalement. Et après, dans les autres parties du site, là où on devait circuler en véhicule, on a des couches de fondation qui sont faites en latérite, stabilisé, avec après un gravillonnage qui est ramené dessus. Et la latérite me ramène à la terre, sachant que dans le projet du parc, en fait, il est parsemé de pavillons. Alors ces pavillons, aujourd'hui, n'ont pas encore vu le jour. Ça ne saurait tarder, normalement. Voilà, donc c'était un projet où il y avait pas mal d'options, de tranches. Il y avait même une grande tranche ou option d'une extension au nord, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, d'un grand volume contemporain, qui n'a pas été réalisé. Et là, on est en train de réaliser, on va dire, l'option des pavillons qu'on a souhaité réaliser en terre crue. Et dans la discussion qu'on avait avec les entreprises, donc, il y a eu plusieurs méthodologies qui ont été testées, qui était donc un béton de terre crue associé soit à des fibres de coco qu'on voyait précédemment, soit à des coques de fruits qui étaient insérées, on va dire, dans la matière. Et du coup, on a fait plusieurs tests et malheureusement, on n'a pu aboutir, on va dire, faute de moyens et de volonté, on va dire, de construire ces objets qui étaient annexes, on va dire, dans le projet général. Et du coup, pour construire les deux petits pavillons d'entrée quand même côté océan qui ont été réalisés, on a mis en place un système qui était plus éprouvé et plus simple, mais qui est fait également à partir de terre crue, qui sont les briques de terre stabilisées. On avait vu un exemple en se promenant dans la campagne. Alors là, on n'est pas dans la brique de terre stabilisée, mais c'est le même principe.
Donc là, on mélange la terre avec 2 à 3% de ciment et après on compresse les briques et on les laisse sécher au soleil. Et dans la campagne, on va dire de manière traditionnelle, ces briques étaient fabriquées sans une compression telle qu'on peut l'avoir avec la machine et sans ajout de ciment. Voilà. Et donc là, on voit donc ça, c'est notre maître d'ouvrage qui est en train d'appliquer un badigeon de latérite pour avoir après une teinte uniforme sur les parements de terre crue. Voilà. Et ça, c'est l'amorce des bâtiments qui ont été réalisés et qui ont été abandonnés en cours de chantier pour se concentrer, on va dire, sur le palais qu'on avait du mal à sortir. Voilà. Alors sur le végétal, donc comme on vous a dit, le parc était à l'abandon depuis une vingtaine d'années. Donc ce qui était très bien, c'est que ça a permis à une végétation spontanée en fait, de se développer tout à son aise un peu partout. Au milieu des anciens tracés historiques où on avait des grands arbres tropicaux, et on avait des espèces de friches comme ça, des grandes prairies assez belles en fait, qui créaient une ambiance assez sauvage. Voilà un peu les ambiances qu'on pouvait avoir au début du projet. Et donc l'idée du projet sur le parc, c'était de valoriser cet existant, qui n'était pas du tout ce qui avait été connu à l'époque coloniale, hein, où tout était un peu tiré au cordeau. On voulait valoriser toute cette flore spontanée, mais en l'enrichissant avec un programme botanique assez intéressant et qui était le support d'activité pédagogique après pour l'équipe du Palais. Donc je vous détaille un tout petit peu le plan du projet de paysage. Donc vous retrouvez le Palais au centre, la plage avec l'océan, le grand boulevard qui longe la côte. Guillaume vous a parlé tout à l'heure des clôtures qui ferment tout le site, qui avaient l'avantage en fait, de protéger la végétation à l'intérieur de l'enclos de tous les embruns salés. Donc on avait une végétation qui était plutôt foisonnante dans cette partie-là et relativement sèche ici. Et donc sur cette bande qu'on a pu récupérer, l'idée c'était de créer un jardin des plantes de la mer, c'est-à-dire qu'on a essayé d'installer toutes les plantes spontanées qui poussent dans le sable, aux embruns. Voilà. Il y avait déjà une cocotteraie relativement fournie qui était installée, on l'a complétée. Sur les parties à l'avant du palais, donc, qui étaient refermées par les anciens murs de clôture, l'idée c'était de développer des savanes, donc de garder les grands espaces herbacés qu'on avait actuellement, mais de les compléter avec des arbres typiques des milieux plus dans les terres du Togo. L'idée du projet étant aussi de montrer la richesse des paysages togolais. L'idée c'était de faire un peu un concentré du pays. Le Togo c'est un petit pays tout en longueur. Et en gros, le projet du parc permettait de retrouver un peu toutes les couches successives sans bouger de Lomé. Au droit du palais, on avait des grands arbres tropicaux donc, qui datent de l'époque coloniale, des grands badamiers qui sont très imposants, avec des troncs absolument magnifiques, qu'on a bien sûr conservés. Et l'idée, c'était de continuer à avoir une forêt beaucoup plus dense, mais là encore une fois, enrichie avec des essences botaniques particulières. Sur la partie ici, on avait un programme d'ateliers pédagogiques pour les scolaires, donc avec des jardins thématiques, avec des plantes tinctoriales, des potagers. L'idée des potagers étant aussi de pouvoir alimenter ponctuellement les restaurants, qui pour l'instant n'ont pas vu le jour, mais on espère qu'un jour on pourra les manger au Palais de Lomé. Et dans la dernière partie complètement au nord, c'était une partie qui a été volontairement laissée à l'état naturel, spontané, en fait, pour servir de refuge de faune. Parce qu'on a aussi beaucoup d'oiseaux dans le parc et pendant le chantier, ça nous paraissait important. Il y a des ornithologues qui ont travaillé sur le projet et qui nous avaient dit que vu tout le mouvement qu'on allait induire avec le chantier, c'était important que les oiseaux aient un endroit très calme, en fait, où ils puissent continuer à venir se reproduire pour après réinvestir le parc une fois que le chantier allait être fini. Donc voilà un peu pour les grandes lignes. Sur les abords du palais, alors oui, alors c'est vrai que vu l'ampleur du parc, puisqu'on a 10 hectares autour du bâtiment, on a eu une grosse problématique de fourniture de végétaux, parce qu'en fait, il n'y a pas de pépinière là-bas. Donc moi, j'ai passé un temps fou à aller dans toutes les pépinières des bords des routes pour essayer de trouver des trucs intéressants et les faire multiplier. On a même à un moment donné eu un site connexe en fait, sur lequel on multipliait les végétaux pour après les réintroduire dans le parc. Et donc on voit les végétaux qui arrivent depuis la pépinière pour les réinstaller.
On peut avancer. Voilà une partie de la pépinière. Donc on cultivait sur site. Donc ça c'est plutôt intéressant d'un point de vue économique. Quand on a le temps à l'échelle de projets à l'africaine, en fait, comme on a 7 ans pour faire un projet, c'est intéressant de se dire, voilà, on plante les végétaux puis on les met en place quand ils sont grands. Donc voilà, ça c'est le jardin des plantes succulentes qu'on a installé près de la plage, qui s'est bien développé là aujourd'hui. Donc là, pareil, on a travaillé avec une équipe de jardiniers locaux qui était super. Je me suis bien amusé avec eux. Bon, malheureusement, il y avait d'autres problèmes. Mais bon. On peut avancer. Alors, les bassins, j'y reviendrai peut-être après parce qu'il y a une thématique sur l'eau, mais l'idée, c'était aussi d'avoir des ambiances qui parlent des lacs, parce qu'il y a pas mal de lacs au Togo, en fait. Et l'idée, c'était de réintroduire aussi cet élément aquatique d'eau douce ou saumâtre dans le parc. Donc on voit les grands bassins dans lesquels on a cette végétation aquatique. Là, on voit une vue qui est prise du premier étage, en fait, vers l'océan, où on devine les pavillons qui servent de cadrage de l'entrée du parc. On retrouve donc l'ancien bassin circulaire, les 3 grands bassins qui ont été créés, et puis la végétation un peu foisonnante qu'on a depuis le premier étage. Si tu peux avancer, voilà, ça c'est une vue du patio qu'on a déjà vu tout à l'heure, mais en fait on a conservé au maximum, il y a eu un inventaire assez précis pour la conservation de tous les végétaux qui étaient intéressants d'un point de vue paysage, pour agrémenter le palais après, hein, parce qu'on avait déjà des arbres qui étaient de belles dimensions. On peut avancer si tu veux. Alors il y a eu tout un chapitre sur les pelouses aussi, parce que moi, au début dans le projet, j'avais pas du tout prévu de pelouse, parce que pour moi c'est un peu aberrant sous ces latitudes. Mais la pelouse, c'est comme le marbre de Carrare, ça fait riche, ça fait chic, donc il fallait absolument avoir des pelouses. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que ce n'est pas des pelouses qu'on sème. Hein. Chez nous, on sème du gazon. Là-bas, c'est des pelouses qui sont bouturées. Donc, il faut imaginer qu'il y a des ouvriers qui ont passé des heures entières en fait, à bouturer des petits morceaux de plantes pour recouvrir. Je crois qu'on a 4000 m² de pelouse un peu partout. Et bien sûr, ces pelouses, il faut les arroser. Donc, il y a un arrosage automatique. Enfin, voilà, moi, au début, je n'étais pas du tout sur ces logiques-là. Mais bon, voilà, ça fait partie des concessions qu'il a fallu qu'on fasse pour arriver au bout du projet. Ceci dit, après, ça donnait des très beaux espaces de respiration et des belles perspectives, voilà, mais très coloniales, en fait, contrairement aux intentions d'origine du maître d'ouvrage. Voilà, un autre sujet, il y a eu pas mal de débats aussi sur le geste assez fort, en fait, presque versaillais, hein, si on peut le dire, sur la jonction entre le palais et l'océan. Alors, en fait, cette forme, ce dessin, il est issu de l'histoire de la construction du palais. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y avait une volonté d'origine d'afficher vraiment le palais depuis l'océan. Donc on a souhaité redonner toute l'ampleur de la façade sur l'océan. Ça passait forcément par une réouverture assez large sur cette façade. Et les 2 allées ont été calées en fait, sur les escaliers qui descendent du palais pour donner des circulations relativement fluides. Et dans le projet, il faut bien imaginer que tous les bords en fait, ont été plantés avec des arbres qui vont devenir très grands et qui du coup vont resserrer un peu ce geste central, hein, qui pour l'instant pour moi n'est pas à maturité, on va dire. Et l'idée étant d'avoir des promenades latérales qui soient ombragées sous l'ombre des grands arbres et avec un genre de tapis vert en fait, en partie centrale qui est créé par les bassins. Voilà, on voit les 2 pavillons, on voit le jardin des plantes de la mer là, qui est en cours de constitution, ici le jardin des plantes succulentes. Et donc on a bien évidemment gardé à part ce grand geste là où on a quand même pas mal défriché pour retrouver cette perspective, tout le reste du parc a gardé des ambiances très denses. Et ce qui est intéressant quand on se remène là-bas, c'est justement le contraste entre des espaces de pelouse très dégagés, avec des grands arbres centenaires, l'ouverture sur l'océan, et puis des endroits très intimes qui permettent de se perdre un peu dans tous ces espaces. Voilà, sur l'eau, donc là c'est un point de vue depuis le jardin des plantes succulentes où on a tiré parti de tous les gravats en fait, du chantier que mes amis architectes m'ont confié. Que peux-tu en faire? Donc, voilà. Donc on a choisi, il y a eu pas mal de débats aussi avec la maîtrise d'ouvrage là-dessus, mais on a choisi de les conserver sur site en fait, pour créer un monticule qui permet d'avoir des points de vue aussi un peu plongeants sur l'océan. Et donc on a recouvert tout ce monticule avec des plantes succulentes, des collections de cactées qui se sont plutôt bien développées et qui créent aussi un paysage assez singulier.
Voilà, une vue avant, après, qu'on a déjà vue en fait depuis la galerie du premier étage. En fait, donc ça, c'est une vue de quand on est arrivé. Donc on voit les différentes clôtures, de l'enfrichement. On a gardé un des gros figuiers qui était présent sur le site, qui était très intéressant. Et pour retrouver donc cette ouverture. Voilà, initialement, les allées, pour l'anecdote non plus, n'étaient pas en pelouse. Elles étaient en stabilisé. Et un jour, on a tout remplacé, voilà, pour dire que tu peux passer. Voilà. Alors sur les grands bassins, ils ont été réalisés avec des argiles locales. Donc en fait, il y a une structure périphérique maçonnée qui reprend la matière des pavillons du parc, et on a travaillé avec des argiles qui permettent d'assurer l'étanchéité. Voilà une vue latérale. On a travaillé aussi sur des colorimétries en mélangeant le ciment avec la terre locale, la latérite, pour trouver vraiment des tonalités très proches des sols naturels. Voilà une autre vue des bassins dans lesquels on a réintroduit de la flore locale. Si tu veux avancer, voilà, ça c'est le prototype du bassin. On a fait, Guillaume vous disait, Laurent vous disait qu'on a fait beaucoup de prototypes. Pour le parc, c'est pareil, on a fait toute une série d'échantillons, et donc ça c'était le bassin test, et après on les a développés sur tout le site. Voilà, ça c'est une vue de l'inauguration. Voilà, et je terminerai peut-être par celle-ci. Moi je suis assez... Alors, pour l'anecdote aussi, moi j'ai pas pu complètement terminer le projet du parc parce que les relations avec la maîtrise d'ouvrage étaient un peu compliquées. Je me suis fait virer, on m'a rappelé, enfin voilà, c'était épique. Mais c'est dommage parce que le programme était vraiment très intéressant. Il faut imaginer que il n'y a pas l'équivalent en fait dans toute l'Afrique équatoriale d'un site pareil avec un programme pareil, un bâtiment aussi bien conservé et aussi important. Et donc voilà, moi c'était vraiment un programme auquel je tenais beaucoup. Par contre, je suis assez content du geste central qui j'espère sera inscrit pour un moment dans le site. Parce que c'est un peu devenu la photo emblématique en fait, du projet, où on voit voilà, les grands bassins avec toute la façade du palais qui se déploie. Et je pense qu'il y a voilà, bon, ça donne envie d'y aller, je pense. Voilà le bassin historique qu'on a remis en eau. Donc c'est le bassin qui a été créé à l'époque allemande, qu'on a entièrement restauré. On a gardé la matière d'origine et on a remis en place le jet d'eau qui existait à l'origine. Voilà une vue du palais encore depuis le bassin, qui fait comme un miroir d'eau en fait. Encore une vue du central. Et je crois qu'on arrive à... Je vais repasser la parole à Laurent pour conclure. Bon, on vous a présenté la majeure partie de ce qu'on voulait vous dire. La conclusion est juste pour... exprimer en fait le fait qu'on a vraiment ressenti un travail commun sur ce projet qui était extrêmement fort, justement sur ces échanges patrimoine, architecture et paysage. Et on est plutôt assez fiers du résultat. Je vous passe quelques images avant-après qui résument un petit peu tout ce qu'on s'est dit jusqu'à présent. Un élément important de ce projet, c'est aussi... comment ce projet arrive à vivre aujourd'hui dans un pays comme le Togo, parce que, comme je l'ai évoqué en introduction, c'est un projet qui est plutôt assez atypique dans ces régions et où il n'y a pas forcément une habitude de fréquentation de lieux culturels. Donc l'intérêt qu'on a là, c'est que c'est quand même un parc public. Donc avant d'être un lieu d'exposition, c'est un lieu de villégiature et de promenade. Donc ça, c'est plutôt extrêmement, je dirais, accessible par du coup beaucoup de personnes de la population locale. Et donc il y a beaucoup de discussions sur la façon de faire rentrer les gens, jusqu'à quel point on les fait payer, etc. Mais donc en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a un accès relativement ouvert, ce qui n'était pas du tout le cas avant. La maîtrise d'ouvrage a le mérite d'essayer de continuer à faire des manifestations. Alors, elle n'a pas beaucoup de chance parce qu'avec le Covid, elle a eu 2 années un petit peu compliquées. Mais donc, fin 2019, il y a eu une inauguration avec plusieurs expositions sur le site, des interventions d'artistes qui ont été implantées sur le site également. Donc là, il y a une très belle intervention à partir de marbre, d'un artiste d'origine togolaise donc, dont l'œuvre a été implantée sur le site. Et il y a d'autres œuvres monumentales qui ont été installées sur le site.
Et aussi, le site est lieu de manifestations culturelles autres, donc comme des concerts, comme on le voit sur l'image, et d'autres manifestations diverses. On va apercevoir là donc du monde à l'intérieur du palais. Donc, pour nous, c'est toujours très émouvant de voir nos réalisations occupées, parce qu'évidemment, quand elles restent vides, ça reste un peu triste. Et vraiment dans l'idée de la transmission des éléments patrimoniaux. Donc là, c'est une exposition qui avait lieu notamment sur la question des rois du Togo. Donc il y a énormément de pièces qui sont arrivées de toutes les familles, parce que c'est un pays complexe où il y a encore des familles royales qui ont une certaine influence dans différents secteurs du pays. Et donc là, la maîtrise d'ouvrage a réussi à collecter un ensemble de pièces de familles royales togolaises qui ont été exposées pendant plusieurs mois à l'intérieur du palais. Et donc là, je termine sur cette conclusion, donc, qui montre cette image du palais se projetant sur l'océan et qui va conclure notre présentation. Merci à tous. Alors, à votre disposition si vous avez des questions. Merci donc à nos collègues là, pour cette présentation originale. Il y a peut-être une première question qui peut vous être posée, c'est en matière de, pour avoir connu un peu tous ces pays, travailler pour la Banque mondiale ou autre, comment ce financement a pu être opéré à partir de la maîtrise d'ouvrage locale et peut-être de financement extérieur. C'est peut-être une première question qu'on peut vous poser, puisqu'il y a eu des relations sans doute un peu épineuses à un moment donné pour tout cela. Donc, je ne sais pas, peut-être, vous verrez, vous aurez le temps de poser d'autres questions, sans doute. Alors, le projet a été, dans ce qu'on nous a dit, entièrement financé par la présidence togolaise. Donc, parce que c'était un projet du président. Après, on sait que c'est des pays qui sont sous perfusion, donc savoir d'où précisément venait l'argent. En tout cas, il y avait une volonté politique d'afficher un financement local, parce qu'il y a eu des tentatives extérieures, notamment de l'Allemagne, d'aider le projet. Mais en fait, il y a toujours une volonté d'afficher un projet financé localement. Après, avec un coût de travaux, on va dire, relativement faible, voire très faible, par rapport à ce qu'on pourrait attendre de ce type de projet. Hein. Donc on est sur 4 millions de projet, la globalité du projet. Oui. Ah, c'est pas cher, ouais. Il y a peut-être un autre sujet qui viendra. En fait, c'est un peu compliqué le sujet. Mais plus ou moins. On est rentré dans les coûts de l'enveloppe. Alors, il y avait des ajustements, donc, comme je disais tout à l'heure, les pavillons, des choses comme ça, voilà, qui ont été, on va dire, la source d'ajustement du financement. Et après, le problème, en fait, c'est pour ça que ça a duré aussi longtemps. On a dû attendre, on va dire, déblocage de fonds. Oui, il y a eu des arrêts de chantier, voilà, des reprises de chantier. Voilà, des problèmes de finances. Donc, oui, parce que, en termes de financement, on fonctionne encore en francs CFA dans ces pays-là. Donc la conversion avec les euros est peut-être pas évidente. Enfin bon, c'est un autre sujet. Il y a un autre sujet qui pourrait être intéressant également, c'est qu'on parle actuellement beaucoup de restitution des œuvres d'art qui sont au Quai Branly, par exemple. Hein. Est-ce qu'il y a des volontés de la part du Togo de récupérer une partie de ses collections, puisque c'était quand même une zone du point de vue ethnographique très intéressante, le Togo, du nord au sud. Pour avoir connu un peu ce pays-là, je veux dire, il y a des choses très intéressantes qui se trouvent malheureusement, enfin heureusement, préservées au Quai Branly. Donc, est-ce qu'il y a une demande de leur part de venir alimenter les collections qu'ils voudraient exposer chez eux, quoi. C'est pas un musée, hein, le bâtiment. Ah, c'est pas un musée, d'accord. C'est un lieu d'exposition. D'accord. Donc, il n'y a pas de collection propre. Hein. Non. Donc, pour l'instant, en tout cas, par rapport à ce site, je pense que tout le monde entend par rapport à ce site. Pas très bien. Donc, on est sur un lieu d'exposition et pas un musée. Hein, donc, on n'a pas de collection propre actuellement. Et a priori, ce n'est pas la volonté de la maîtrise d'ouvrage. Après, il n'y a pas de réserve. Enfin, le site n'est pas du tout fait pour être un musée. Après, ça ne veut pas dire qu'indépendamment de ça, le pays a
a potentiellement des revendications comme la plupart des pays africains par rapport au patrimoine, qui est notamment en France aujourd'hui. Donc, par contre, je ne connais pas le sujet. Là. Donc, si vous avez des questions particulières, je peux vous passer le micro pour pouvoir les poser. Oui, je voudrais savoir le programme, comment qu'il avait établi pour le concours. Est-ce que c'était des grandes idées générales et puis après, ça a fait partie de la mise au point entre vous et la maîtrise d'ouvrage pour fixer des objectifs qui se traduisent dans la construction d'espace, ou est-ce qu'il y avait quand même un programme bien établi et par qui? Alors, le programme a été réalisé par un bureau qui s'appelle BICFL, qui est à Paris, plus précisément par Jean-Louis Pivin. Le programme était peu détaillé. Il fixait des objectifs, mais il y avait une certaine liberté. Il devait faire 12 pages, le programme, pas plus. C'était plus une note d'intention. Et du coup, le rendu du concours était plus une intention qu'un réel développement de projet. Après, on a eu quelques difficultés, ça je le dis, avec le programmiste qui a pris une mission d'AMO, voulant après se substituer à la maîtrise d'œuvre. Voilà. Donc on a réussi à éviter, on va dire, cette problématique-là, mais ça a été long pour pouvoir, je vais le dire très directement, les sortir du projet, où à un moment donné, ils étaient trop intrusifs dans le process. Voilà. Surtout que c'était un AMO qui avait des connexions directes avec la présidence. Donc c'est là aussi où ça rendait un peu complexe notre relation sur le projet. Après, on a eu des débats assez importants par rapport au programme qui demandaient à ce qu'il y ait beaucoup plus de surfaces climatisées et fermées. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup parlé de ce sujet tout à l'heure, parce que pour nous, ça a été un sujet très important de débat pour arriver à limiter justement les espaces fermés et conserver l'intérêt climatique de l'architecture. C'est pas moi une question personnelle, puis je vous passe Est-ce qu'il y a une structure de gestion actuellement qui s'occupe de ce bâtiment pour ne pas retomber dans les travers d'une évolution qui serait néfaste à tout ce travail? Alors, il y a une direction du site qui, en fait, se trouve être la même personne qui était notre maître d'ouvrage. Donc, c'est là où, en fait, il y a forcément... Il y a malheureusement quelque chose de manifeste qui est le niveau de compétence des personnes qui n'est pas du tout adapté, dans la mesure où une personne s'est retrouvée maître d'ouvrage d'une opération comme ça sans avoir jamais fait un autre chantier que de repeindre son salon, et qui aujourd'hui se retrouve à la direction d'un site comme ça sans avoir jamais géré une institution culturelle. Donc clairement, il y a un problème majeur qui est assez général malheureusement dans ces pays où les gens sont plutôt là parce qu'ils font partie d'un cercle particulier plus que par rapport à une recherche de compétences propres. Donc ça, c'est une vraie difficulté. Ce qui n'empêche que malgré tout ça, ils ont réussi à faire ce projet. Donc on peut quand même le reconnaître. Et franchement, moi, je reste impressionné du projet qu'on a pu faire dans ce contexte-là, et qu'ils arrivent, malgré tout ça, à développer des expositions et des manifestations culturelles sur le site. Très bien. Est-ce que vous avez des questions? Simplement, quelques précisions concernant le concours. Est-ce que c'était un concours international? Est-ce que vous étiez en face d'équipes africaines aussi, locales? Et pourquoi des Français? Voilà. Alors, l'avis à concours a été publié dans Jeune Afrique, donc avec une diffusion, on va dire, africaine. Nous, on a eu accès par une veille, parce qu'on est membre de l'AFEX. Donc, il y a une veille qui est menée par l'AFEX et donc qui nous a communiqué ces éléments-là. Et très concrètement, les équipes concurrentes étaient toutes françaises.
Voilà. Donc il n'y avait pas d'équipe locale. Après, ce qu'il faut voir, bon, c'est que le Togo a l'école d'architecture, alors je ne me souviens plus de son nom, qui regroupe les 10 pays d'Afrique de l'Ouest. Et on s'attendrait à ce qu'il y ait une compétence qui soit développée localement. Et malheureusement, pour travailler dans pas mal de pays de la région, voilà, c'est une profession qui est absolument sinistrée. Et le métier d'architecte n'est pas ou peu reconnu. Et du coup, les architectes qui sont formés dans ces écoles-là ont plus intérêt à devenir entrepreneurs. Donc, ils ont une sorte de mixte entre l'architecture et l'entrepreneuriat. Et malheureusement, nous, on a deux confrères avec lesquels parce qu'on travaille, ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on travaille au Togo. Voilà, on a 2 confrères avec lesquels on travaille sur place. Et malgré, on va dire, ces 10 ans d'expérience, ça reste toujours à réapprendre. Alors, on n'a pas les mêmes... alors après, ça peut être intéressant parce qu'on n'a pas la même vision forcément du métier, mais on ne s'y retrouve pas toujours, voilà, dans les objectifs qu'on se fixe. Guillaume a parlé de l'AFEX, qui est l'Association française des architectes à l'étranger. Précision, le projet a eu le prix AFEX 2021 de cette année. Donc, il fait partie des 10 projets d'architectes français qui ont été retenus cette année par le prix AFEX. Merci pour ce merveilleux travail. On a parlé d'argent et de banque. Est-ce que vous avez évalué tous les 3 le temps horaire que vous avez passé à vous relever? On est dans un bâtiment d'archives. Et je voulais savoir si c'est finalement pas vous qui aviez fait la banque en fait, sur ce projet. Et si oui, est-ce que, parce qu'au-delà des merveilleuses photos qu'on a et du travail incroyable qui a été produit, est-ce que c'est mesurable pour la jeune génération qui voudrait se lancer dans un travail comme ça? Un travail sacerdotal, si je comprends bien. Merci Christophe pour la question. Quand on aime, on ne compte pas, voilà. Non, mais clairement, on peut le dire tous autour de la table, voilà, on n'a pas compté nos heures. Moi, je me souviens très bien que c'était quasiment un projet, on va dire en face chantier, que je faisais quasiment en dehors de l'agence. Voilà, et pour les 3, c'est la même chose. Et au niveau de l'agence, il y a eu énormément de travail. Alors, je vois Victor qui est là, donc qui a bien travaillé sur le projet. Donc, effectivement, il y a eu un temps passé considérable. Mais c'est au prix de ce temps qu'on peut avoir le résultat qu'on a aujourd'hui. Et effectivement, si on parle d'équilibre économique, on n'y est pas du tout. Oui, clairement, on ne peut pas faire vivre des agences avec ces projets, ça c'est clair. Mais en même temps, on peut les faire vivre avec ces projets aussi. Enfin, c'est contradictoire ce que je dis, mais c'est des projets comme ça aussi qui donnent envie de faire des projets. Moi, j'en ai des frissons de vous le dire, là. C'est vraiment des projets où on a l'impression de faire notre travail comme il faut, quoi. Donc, c'est là où il n'y a pas que l'argent qui compte dans notre métier, quoi. Il n'y a plus de questions. Non, non. Bon, bah écoutez, on vous remercie d'être venus. On remercie surtout nos partenaires. De s'investir dans des projets de cette tenue, dans des pays qui ne sont pas faciles, effectivement, à appréhender aujourd'hui, compte tenu du passé historique que vous avez rappelé. Effectivement, ce passé colonial partagé entre l'Allemagne, la guerre de 14, les partitions. Il y a le Cameroun également qui était allemand à l'époque également, sur lequel il y a des projets.
Et j'aimerais qu'un jour aussi, dans ces pays, on parle aussi de l'architecture vernaculaire, parce qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes, et notamment au nord du Togo, l'habitat Cassena et tout ça, c'est tout à fait particulier. Donc, enfin, c'est un autre sujet, mais ça serait intéressant, effectivement, de pouvoir le développer, parce qu'il n'y a pas que ces reliques qui sont aujourd'hui remises en état. Merci.